Illusion perdue par Honoré de Balzac, partie 6 du livre audio, suite de la partie 2 du roman Un grand homme de province à Paris. Heureux d'avoir rencontré dans le désert de Paris un cœur où abondaient des sentiments généreux en harmonie avec les siens, le grand homme de province fit ce que font tous les jeunes gens affamés d'affection. Il s'attacha comme une maladie chronique à d'Arthez. Il alla le chercher pour se rendre à la bibliothèque. Il se promena près de lui au Luxembourg par les belles journées. Il l'accompagna tous les soirs jusque dans sa pauvre chambre, après avoir dîné près de lui chez Flicoteaux. Enfin, il se serra contre lui comme un soldat se pressait sur son voisin dans les plaines glacées de la Russie. Pendant les premiers jours de sa connaissance avec Daniel, Lucien ne remarqua pas sans chagrin une certaine gêne causée par sa présence dès que les intimes étaient réunis. Les discours de ces êtres supérieurs, dont lui parlait d'Arthez avec un enthousiasme concentré, se tenaient dans les bornes d'une réserve en désaccord avec les témoignages visibles de leur vive amitié. Lucien sortait alors discrètement, en ressentant une sorte de peine causée par l'ostracisme dont il était l'objet et par la curiosité qu'excitaient en lui ces personnages inconnus. Car tous s'appelaient par leur nom de baptême, tous portaient au front, comme d'Arthez, le sceau d'un génie spécial. Après de secrètes oppositions combattues à son insu par Daniel, Lucien fut enfin jugé digne d'entrer dans ce cénacle de grands esprits. Lucien put dès lors connaître ces personnes unies par les plus vives sympathies, par le sérieux de leur existence intellectuelle, et qui se réunissaient presque tous les soirs chez d'Arthez. Tous pressentaient en lui le grand écrivain. Ils le regardaient comme leur chef depuis qu'ils avaient perdu l'un des esprits les plus extraordinaires de ce temps, un génie mystique, leur premier chef, qui, pour des raisons inutiles à rapporter, était retourné dans sa province, et dont Lucien entendait souvent parler sous le nom de Louis. On comprendra facilement combien ces personnages avaient dû réveiller l'intérêt et la curiosité d'un poète, à l'indication de ceux qui, depuis, ont conquis, comme d'Arthez, toute leur gloire, car plusieurs succombèrent. Parmi ceux qui vivent encore était Horace Bianchon, alors interne à l'Hôtel-Dieu, devenu depuis l'un des flambeaux de l'école de Paris et trop connu maintenant pour qu'il soit nécessaire de peindre sa personne ou d'expliquer son caractère et la nature de son esprit. Puis venait Léon Giraud, ce profond philosophe, ce hardi théoricien qui remue tous les systèmes, les juge, les exprime, les formule et les traîne aux pieds de son idole, l'humanité. Toujours grand, même dans ses erreurs, ennobli par sa bonne foi. Ce travailleur intrépide, ce savant consciencieux, est devenu chef d'une école morale et politique sur le mérite de laquelle le temps seul pourra prononcer. Si ses convictions lui ont fait une destinée en des régions étrangères à celles où ses camarades se sont élancés, il n'en est pas moins resté leur fidèle ami. L'art était représenté par Joseph Bridau, l'un des meilleurs peintres de la jeune école. Sans les malheurs secrets auxquels le condamne une nature trop impressionnable, Joseph, dont le dernier mot n'est d'ailleurs pas dit, aurait pu continuer les grands maîtres de l'école italienne. Il a le dessin de Rome et la couleur de Venise. Mais l'amour le tue et ne traverse pas que son cœur. L'amour lui lance ses flèches dans le cerveau, lui dérange sa vie et lui fait faire les plus étranges zigzags. Si sa maîtresse éphémère le rend ou trop heureux ou trop misérable, Joseph enverra pour l'exposition tantôt des esquisses où la couleur empâte le dessin, tantôt des tableaux qu'il a voulu finir sous le poids de chagrins imaginaires, et où le dessin l'a si bien préoccupé que la couleur, dont il dispose à son gré, ne s'y retrouve pas. Il trompe incessamment, et le public et ses amis. Hoffmann l'eût adoré pour ses pointes poussées avec hardiesse dans le champ des arts, pour ses caprices, pour sa fantaisie,
Quand il est complet, il excite l'admiration. Il la savoure et s'effarouche alors de ne plus recevoir d'éloges pour les œuvres manquées où les yeux de son âme voient tout ce qui est absent pour l'œil du public. Fantasque au suprême degré, ses amis lui ont vu détruire un tableau achevé auquel il trouvait l'air trop peigné. « C'est trop fait, disait-il. C'est trop écolier. Original et sublime parfois, il a tous les malheurs et toutes les félicités des organisations nerveuses, chez lesquelles la perfection tourne en maladie. Son esprit est frère de celui de Sterne, mais sans le travail littéraire. Ses mots, ses jets de pensée ont une saveur inouïe. Il est éloquent et sait aimer, mais avec ses caprices qu'il porte dans les sentiments comme dans son fer. Il était cher au Cénacle, précisément à cause de ce que le monde bourgeois eût appelé ses défauts. Enfin, Fulgence Ridal, l'un des auteurs de notre temps qui ont le plus de verve comique, un poète insouciant de gloire, ne jetant sur le théâtre que ses productions les plus vulgaires et gardant dans le sérail de son cerveau, pour lui, pour ses amis, les plus jolies scènes, ne demandant au public que l'argent nécessaire à son indépendance, et ne voulant plus rien faire dès qu'il l'aura obtenu. Paresseux et fécond comme Rossini, obligé comme les grands poètes comiques, comme Molière et Rabelais, de considérer toute chose à l'endroit du pour et à l'envers du contre, il était sceptique. Il pouvait rire et riait de tout. Fulgence Ridal est un grand philosophe pratique. Sa science du monde, son génie d'observation, son dédain de la gloire, qu'il appelle la parade, ne lui ont point desséché le cœur. Aussi actif pour autrui qu'il est indifférent à ses intérêts, s'il marche, c'est pour un ami. Pour ne pas mentir à son masque vraiment rabelaisien, il ne hait pas la bonne chère et ne la recherche point. Il est à la fois mélancolique et gai. Ses amis le nomment le chien du régiment. Rien ne le peint mieux que ce sobriquet. 3 autres, au moins aussi supérieurs que ses 4 amis peints de profil, devaient succomber par intervalles. Meyraux, d'abord, qui mourut après avoir ému la célèbre dispute entre Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire, grande question qui devait partager le monde scientifique entre ces 2 génies égaux, quelques mois avant la mort de celui qui tenait pour une science étroite et analyste contre le panthéiste qui vit encore et que l'Allemagne révère. Meyraux était l'ami de ce Louis qu'une mort anticipée allait bientôt ravir au monde intellectuel. À ces 2 hommes, tous 2 marqués par la mort, tous 2 obscurs aujourd'hui, malgré l'immense portée de leur savoir et de leur génie, il faut joindre Michel Chrétien, républicain d'une haute portée qui rêvait la fédération de l'Europe et qui fut en 1830 pour beaucoup dans le mouvement moral des Saint-Simoniens. Homme politique de la force de Saint-Just et de Danton, mais simple et doux comme une jeune fille, plein d'illusions et d'amour, doué d'une voix mélodieuse qui aurait ravi Mozart, Weber ou Rossini, et chantant certaines chansons de Béranger à enivrer le cœur de poésie, d'amour ou d'espérance, Michel Chrétien, pauvre comme Lucien, comme Daniel, comme tous ses amis, gagnait sa vie avec une insouciance diogénique. Il faisait des tables de matière pour de grands ouvrages, des prospectus pour les libraires, muet d'ailleurs sur ses doctrines comme est muette une tombe sur les secrets de la mort. Ce gai bohémien de l'intelligence, ce grand homme d'État, qui peut-être eût changé la face du monde, mourut au cloître Saint-Méry, comme un simple soldat. La balle de quelques négociants tua là l'une des plus nobles créatures qui foulassent le sol français. Michel Chrétien périt pour d'autres doctrines que les siennes. Sa fédération menaçait beaucoup plus que la propagande républicaine l'aristocratie européenne. Elle était plus rationnelle et moins folle que les affreuses idées de liberté indéfinie proclamées par les jeunes insensés qui se portent héritiers de la Convention. Ce noble plébéien fut pleuré de tous ceux qui le connaissaient. Il n'est aucun d'eux qui ne songe, et souvent, à ce grand homme politique inconnu.
Ces 9 personnes composaient un cénacle où l'estime et l'amitié faisaient régner la paix entre les idées et les doctrines les plus opposées. Daniel d'Arthez, gentilhomme picard, tenait pour la monarchie avec une conviction égale à celle qui faisait tenir Michel Chrétien à son fédéralisme européen. Fulgence Ridal se moquait des doctrines philosophiques de Léon Giraud, qui lui-même prédisait à d'Arthez la fin du christianisme et de la famille. Michel Chrétien, qui croyait à la religion du Christ, le divin législateur de l'égalité, défendait l'immortalité de l'âme contre le scalpel de Bianchon, l'analyste par excellence. Tous discutaient sans disputer. Ils n'avaient point de vanité, étant eux-mêmes leur auditoire. Ils se communiquaient leurs travaux et se consultaient avec l'adorable bonne foi de la jeunesse. S'agissait-il d'une affaire sérieuse ? L'opposant quittait son opinion pour entrer dans les idées de son ami, d'autant plus apte à l'aider qu'il était impartial dans une cause ou dans une œuvre en dehors de ses idées. Presque tous avaient l'esprit doux et tolérant, deux qualités qui prouvaient leur supériorité. L'envie, cet horrible trésor de nos espérances trompées, de nos talents avortés, de nos succès manqués, de nos prétentions blessées, leur était inconnue. Tous marchaient d'ailleurs dans des voies différentes. Aussi, ceux qui furent admis, comme Lucien, dans leur société, se sentaient-ils à l'aise. Le vrai talent est toujours bon enfant et candide, ouvert, point gourmet. Chez lui, l'épigramme caresse l'esprit et ne vise jamais l'amour-propre. Une fois la première émotion que cause le respect dissipée, on éprouvait des douceurs infinies auprès de ces jeunes gens d'élite. La familiarité n'excluait pas la conscience que chacun avait de sa valeur. Chacun sentait une profonde estime pour son voisin. Enfin, chacun se sentant de force à être à son tour le bienfaiteur ou l'obligé, tout le monde acceptait sans façon. Les conversations pleines de charme et sans fatigue embrassaient les sujets les plus variés. Légers à la manière des flèches, les mots allaient à fond tout en allant vite. La grande misère extérieure et la splendeur des richesses intellectuelles produisaient un singulier contraste. Là, personne ne pensait aux réalités de la vie que pour en tirer d'amicales plaisanteries. Par une journée où le froid se fit prématurément sentir, 5 des amis de d'Arthez arrivèrent ayant eu chacun la même pensée. Tous apportaient du bois sous leur manteau, comme dans ces repas champêtres où, chaque invité devant fournir son plat, tout le monde donne un pâté. Tous doués de cette beauté morale qui réagit sur la forme et qui, non moins que les travaux et les veilles, dore les jeunes visages d'une teinte divine. Ils offraient ces traits un peu tourmentés que la pureté de la vie et le feu de la pensée régularisent et purifient. Leurs fronts se recommandaient par une ampleur poétique. Leurs yeux vifs et brillants déposaient d'une vie sans souillure. Les souffrances de la misère, quand elles se faisaient sentir, étaient si gaiement supportées, épousées avec une telle ardeur par tous, qu'elles n'altéraient point la sérénité particulière au visage des jeunes gens encore exemptes de fautes graves, qui ne se sont amoindris dans aucune des lâches transactions qu'arrache la misère mal supportée, l'envie de parvenir sans aucun choix de moyens, et la facile complaisance avec laquelle les gens de lettres accueillent ou pardonnent les trahisons. Ce qui rend les amitiés indissolubles et double leur charme est un sentiment qui manque à l'amour, la certitude. Ces jeunes gens étaient sûrs d'eux-mêmes. L'ennemi de l'un devenait l'ennemi de tous. Ils eussent brisé leurs intérêts les plus urgents pour obéir à la sainte solidarité de leur cœur. Incapables tous d'une lâcheté, ils pouvaient opposer un non formidable à toute accusation et se défendre les uns les autres avec sécurité. Également nobles par le cœur et d'égale force dans les choses de sentiment, ils pouvaient tout penser et se tout dire sur le terrain de la science et de l'intelligence. De là, l'innocence de leur commerce,
la gaieté de leurs paroles. Certains de se comprendre, leur esprit divaguait à l'aise. Aussi ne faisaient-ils point de façon entre eux, ils se confiaient leurs peines et leurs joies, ils pensaient et souffraient à plein cœur. Les charmantes délicatesses qui font de la fable des deux amis un trésor pour les grandes âmes étaient habituelles chez eux. Leur sévérité pour admettre dans leur sphère un nouvel habitant se conçoit. Ils avaient trop la conscience de leur grandeur et de leur bonheur pour le troubler en y laissant entrer des éléments nouveaux et inconnus. Cette fédération de sentiments et d'intérêts dura sans choc ni mécompte pendant 20 années. La mort, qui leur enleva Louis Lambert, Méraud et Michel Chrestien, put seule diminuer cette noble pléiade. Quand, en 1832, ce dernier succomba, Horace Bianchon, Daniel d'Arthez, Léon Giraud, Joseph Bridau, Fulgence Ridal allèrent, malgré le péril de la démarche, retirer son corps à Saint-Méry pour lui rendre les derniers devoirs à la face brûlante de la politique. Ils accompagnèrent ses restes chéris jusqu'au cimetière du Père Lachaise pendant la nuit. Horace Bianchon leva toutes les difficultés à ce sujet et ne recula devant aucune. Il sollicita les ministres en leur confessant sa vieille amitié pour le fédéraliste expiré. Ce fut une scène touchante, gravée dans la mémoire des amis peu nombreux qui assistèrent les 5 hommes célèbres. En vous promenant dans cet élégant cimetière, vous verrez un terrain acheté à perpétuité où s'élève une tombe de gazon surmontée d'une croix en bois noir sur laquelle sont gravés en lettres rouges ces 2 noms, Michel Chrestien. C'est le seul monument qui soit dans ce style. Les 5 amis ont pensé qu'il fallait rendre hommage à cet homme simple par cette simplicité. Dans cette froide mansarde se réalisaient donc les plus beaux rêves du sentiment. Là, des frères, tous également forts en différentes régions de la science, s'éclairaient mutuellement avec bonne foi, se disant tout, même leurs pensées mauvaises, tous d'une instruction immense et tous éprouvés au creuset de la misère. Une fois admis parmi ces êtres d'élite et pris pour un égal, Lucien y représenta la poésie et la beauté. Il y lut des sonnets qui furent admirés. On lui demandait un sonnet, comme il priait Michel Chrestien de lui chanter une chanson. Dans le désert de Paris, Lucien trouva donc une oasis rue des 4 Vents. Au commencement du mois d'octobre, Lucien, après avoir employé le reste de son argent pour se procurer un peu de bois, resta sans ressources au milieu du plus ardent travail, celui du remaniement de son œuvre. Daniel d'Arthez lui brûlait des mottes et supportait héroïquement la misère. Il ne se plaignait point. Il était rangé comme une vieille fille et ressemblait à un avare tant il avait de méthode. Ce courage excitait celui de Lucien qui, nouveau venu dans le cénacle, éprouvait une invincible répugnance à parler de sa détresse. Un matin, il alla jusqu'à la rue du Coq pour vendre l'archer de Charles IX à Doguereau, qu'il ne rencontra pas. Lucien ignorait combien les grands esprits ont d'indulgence. Chacun de ses amis concevait les faiblesses particulières aux hommes de poésie, les abattements qui suivent les efforts de l'âme surexcitée par les contemplations de la nature qu'ils ont mission de reproduire. Ces hommes si forts contre leurs propres maux étaient tendres pour les douleurs de Lucien. Ils avaient compris son manque d'argent. Le cénacle couronna donc les douces soirées de causerie, de profonde méditation, de poésie, de confidence, de course à pleine aile dans les champs de l'intelligence, dans l'avenir des nations, dans les domaines de l'histoire, par un trait qui prouve combien Lucien avait peu compris ses nouveaux amis. « Lucien, mon ami, lui dit Daniel, tu n'es pas venu dîner hier chez Flicoteaux, et nous savons pourquoi. » Lucien ne put retenir des larmes qui coulèrent sur ses joues. « Tu as manqué de confiance en nous, » lui dit Michel Chrestien. « Nous ferons une croix à la cheminée, et quand nous serons à 10... » « Nous avons tous, dit Bianchon, trouvé quelque travail extraordinaire.
Moi, j'ai gardé pour le compte de Desplein un riche malade. D'Arthez a fait un article pour la revue encyclopédique. Chrétien a voulu aller chanter un soir dans les Champs-Élysées avec un mouchoir et 4 chandelles. Mais il a trouvé une brochure à faire pour un homme qui veut devenir un homme politique. Et il lui a donné pour 600 francs de Machiavel. Léon Giraud a emprunté 50 francs à son libraire. Joseph a vendu des croquis et Fulgence a fait donner sa pièce dimanche. Il a eu salle pleine. Voilà 200 francs, dit Daniel. Accepte-les, et qu'on ne t'y reprenne plus. Allons, ne va-t-il pas nous embrasser, comme si nous avions fait quelque chose d'extraordinaire, dit Chrétien. Pour faire comprendre quel délice ressentait Lucien dans cette vivante encyclopédie d'esprits angéliques, de jeunes gens empreints des originalités diverses que chacun d'eux tirait de la science qu'il cultivait, il suffira de rapporter les réponses que Lucien reçut, le lendemain, à une lettre écrite à sa famille, chef-d'œuvre de sensibilité, de bon vouloir, un horrible cri que lui avait arraché sa détresse. Lettre de David Séchard à Lucien. Mon cher Lucien, tu trouveras ci-joint un effet à 90 jours et à ton ordre de 200 francs. Tu pourras le négocier chez monsieur Métivier, marchand de papier, notre correspondant à Paris, rue Serpente. Mon bon Lucien, nous n'avons absolument rien. Ma femme s'est mise à diriger l'imprimerie et s'acquitte de sa tâche avec un dévouement, une patience, une activité qui me font bénir le ciel de m'avoir donné pour femme un pareil ange. Elle-même a constaté l'impossibilité où nous sommes de t'envoyer le plus léger secours. Mais, mon ami, je te crois dans un si beau chemin, accompagné de cœurs si grands et si nobles, que tu ne saurais faillir à ta belle destinée en te trouvant aidé par les intelligences presque divines de messieurs Daniel d'Arthez, Michel Chrétien et Léon Giraud, conseillés par messieurs Méraud, Bianchon et Ridal, que ta chère lettre nous a fait connaître. À l'insu d'Ève, je t'ai donc souscrit cet effet, que je trouverai moyen d'acquitter à l'échéance. Ne sors pas de ta voix. Elle est rude, mais elle sera glorieuse. Je préférerais souffrir 1000 maux à l'idée de te savoir tomber dans quelque bourbier de Paris où j'en ai tant vu. Aie le courage d'éviter, comme tu le fais, les mauvais endroits, les méchantes gens, les étourdis et certains gens de lettres que j'ai appris à estimer à leur juste valeur pendant mon séjour à Paris. Enfin, sois le digne émule de ces esprits célestes que tu m'as rendus chers. Ta conduite sera bientôt récompensée. Adieu, mon frère bien-aimé. Tu m'as ravi le cœur. Je n'avais pas attendu de toi tant de courage. David. Lettre d'Ève Séchard à Lucien Chardon. Mon ami, ta lettre nous a fait pleurer tous. Que ces nobles cœurs vers lesquels ton bon ange te guide le sachent. Une mère, une pauvre jeune femme prieront Dieu soir et matin pour eux. Et si les prières les plus ferventes montent jusqu'à son trône, elles obtiendront quelque faveur pour vous tous. Oui, mon frère, leurs noms sont gravés dans mon cœur. Ah, je les verrai quelque jour. J'irai, dussé-je faire la route à pied, les remercier de leur amitié pour toi, car elle a répandu comme un baume sur mes plaies vives. Ici, mon ami, nous travaillons comme de pauvres ouvriers. Mon mari, ce grand homme inconnu que j'aime chaque jour davantage en découvrant de moment en moment de nouvelles richesses dans son cœur, délaisse son imprimerie. Et je devine pourquoi. Ta misère, la nôtre, celle de notre mère, l'assassine. Notre adoré David est comme Prométhée dévoré par un vautour, un chagrin jaune à bec aigu. Quant à lui, le noble homme, il n'y pense guère. Il a l'espoir d'une fortune. Il passe toutes ses journées à faire des expériences sur la fabrication du papier. Il m'a prié de m'occuper à sa place des affaires, dans lesquelles il m'aide autant que le lui permet sa préoccupation. Hélas, je suis grosse. Cet événement, qui m'eût comblé de joie, m'attriste dans la situation où nous sommes tous. Ma pauvre mère est redevenue jeune. Elle a retrouvé des forces pour son fatigant métier de garde-malade. Au souci de fortune près, nous serions heureux.
Le vieux père Séchard ne veut pas donner 1 liard à son fils. David est allé le voir pour lui emprunter quelques deniers afin de te secourir, car ta lettre l'avait mise au désespoir. Je connais Lucien. Il perdra la tête et fera des sottises, disait-il. Je l'ai bien grondé. Mon frère manquait à quoi que ce soit, lui ai-je répondu. Lucien sait que j'en mourrai de douleur. Ma mère et moi, sans que David s'en doute, nous avons engagé quelques objets. Ma mère les retirera dès qu'elle rentrera dans quelque argent. Nous avons pu faire ainsi 100 francs que je t'envoie par les messageries. Si je n'ai pas répondu à ta première lettre, ne m'en veux pas, mon ami. Nous étions dans une situation à passer les nuits. Je travaillais comme un homme. Ah, je ne me savais pas autant de force. Madame de Bargeton est une femme sans âme ni cœur. Elle se devait, même en ne t'aimant plus, de te protéger et de t'aider après t'avoir arraché de nos bras pour te jeter dans cette affreuse mer parisienne où il faut une bénédiction de Dieu pour rencontrer des amitiés vraies parmi ces flots d'hommes et d'intérêts. Elle n'est pas à regretter. Je te voulais auprès de toi, quelque femme dévouée, une seconde moi-même. Mais maintenant que je te sais des amis qui continuent nos sentiments, me voilà tranquille. Déploie tes ailes, mon bon génie aimé. Tu seras notre gloire, comme tu es déjà notre amour. Ève. Mon enfant chéri, je ne puis que te bénir après ce que te dit ta sœur, et t'assurer que mes prières et mes pensées ne sont, hélas, pleines que de toi, au détriment de ceux que je vois, car il est des cœurs où les absents ont raison, et il en est ainsi dans le cœur de ta mère. Ainsi, 2 jours après, Lucien put rendre à ses amis leur prêt si gracieusement offert. Jamais, peut-être, la vie ne lui sembla plus belle, mais le mouvement de son amour-propre n'échappa point au regard profond de ses amis et à leur délicate sensibilité. « On dirait que tu as peur de nous de voir quelque chose !» s'écria Fulgence. « Oh, le plaisir qu'il manifeste est bien grave à mes yeux, » dit Michel Chrétien. « Il confirme les observations que j'ai faites. Lucien a de la vanité. »« Il est poète, » dit d'Arthez. « M'en voulez-vous d'un sentiment aussi naturel que le mien ? » « Il faut lui tenir compte de ce qu'il ne nous l'a pas caché, » dit Léon Giraud. « Il est encore franc, mais j'ai peur que plus tard, il ne nous redoute. »« Et pourquoi ?» demanda Lucien. « Nous lisons dans ton cœur, » répondit Joseph Bridau. « Il y a chez toi, » lui dit Michel Chrétien, « un esprit diabolique, avec lequel tu justifieras à tes propres yeux les choses les plus contraires à nos principes. Au lieu d'être un sophiste d'idées, tu seras un sophiste d'action. »« Ah, j'en ai peur, » dit d'Arthez. « Lucien, tu feras en toi-même des discussions admirables où tu seras grand et qui aboutiront à des faits blâmables. Tu ne seras jamais d'accord avec toi-même. »« Sur quoi donc appuyez-vous votre réquisitoire ?» demanda Lucien. « Ta vanité, mon cher poète, est si grande que tu en mets jusque dans ton amitié, » s'écria Fulgence. « Toute vanité de ce genre accuse un effroyable égoïsme, et l'égoïsme est le poison de l'amitié. »« Oh, mon Dieu !» s'écria Lucien. « Vous ne savez donc pas combien je vous aime. Si tu nous aimais comme nous nous aimons, aurais-tu mis tant d'empressement et tant d'emphase à nous rendre ce que nous avions tant de plaisir à te donner ? On ne se prête rien ici, on se donne, » lui dit brutalement Joseph Bridau. « Ne nous crois pas rude, mon cher enfant, » lui dit Michel Chrétien. « Nous sommes prévoyants. Nous avons peur de te voir un jour préférant les joies d'une petite vengeance aux joies de notre pure amitié. Lis le Tasse de Goethe, la plus grande œuvre de ce beau génie, et tu y verras que le poète aime les brillantes étoffes, les festins, les triomphes, l'éclat. Eh bien, sois le Tasse sans sa folie. Le monde et ses plaisirs t'appelleront. Reste ici. Transporte dans la région des idées tout ce que tu demandes à tes vanités. Folie pour folie,
Mets la vertu dans tes actions et le vice dans tes idées. Au lieu, comme te le disait d'Arthez, de bien penser et de te mal conduire. » Lucien baissa la tête. Ses amis avaient raison. « J'avoue que je ne suis pas aussi fort que vous l'êtes, » dit-il en leur jetant un adorable regard. « Je n'ai pas des reins et des épaules à soutenir Paris, à lutter avec courage. La nature nous a donné des tempéraments et des facultés différentes, et vous connaissez mieux que personne l'envers des vices et des vertus. Je suis déjà fatigué, je vous le confie. »« Nous te soutiendrons, » dit d'Arthez. « Voilà précisément à quoi servent les amitiés fidèles. Le secours que je viens de recevoir est précaire, et nous sommes tous aussi pauvres les uns que les autres. Le besoin me poursuivra bientôt. » Chrétien, au gage du premier venu, ne peut rien en librairie. Bianchon est en dehors de ce cercle d'affaires. D'Arthez ne connaît que les libraires de sciences ou de spécialités qui n'ont aucune prise sur les éditeurs de nouveautés. Horace, Fulgence Ridal et Brideau travaillent dans un ordre d'idées qui les met à 100 lieues des libraires. Je dois prendre un parti. « Tiens-toi donc au nôtre, souffrir, dit Bianchon, souffrir courageusement et se fier au travail. »« Mais ce qui n'est que souffrance pour vous est la mort pour moi, dit vivement Lucien. »« Avant que le coq ait chanté 3 fois, dit Léon Giraud en souriant, cet homme aura trahi la cause du travail pour celle de la paresse et des vices de Paris. »« Où le travail vous a-t-il mené ?» dit Lucien en riant. « Quand on part de Paris pour l'Italie, on ne trouve pas Rome à moitié chemin, dit Joseph Brideau. Pour toi, les petits pois devraient pousser tout accommodés au beurre. Ils ne poussent ainsi que pour les fils aînés des pairs de France, dit Michel Chrétien. Mais nous autres, nous les semons, les arrosons et les trouvons meilleurs. » La conversation devint plaisante et changea de sujet. Ces esprits perspicaces, ces cœurs délicats cherchèrent à faire oublier cette petite querelle à Lucien, qui comprit dès lors combien il était difficile de les tromper. Il arriva bientôt à un désespoir intérieur qu'il cacha soigneusement à ses amis, en les croyant des mentors implacables. Son esprit méridional, qui parcourait si facilement le clavier des sentiments, lui faisait prendre les résolutions les plus contraires. À plusieurs reprises, il parla de se jeter dans les journaux, et toujours ses amis lui dirent « Gardez-vous-en bien !» Là serait la tombe du beau, du suave Lucien que nous aimons et connaissons, dit d'Arthez. Tu ne résisterais pas à la constante opposition de plaisir et de travail qui se trouve dans la vie des journalistes. Et résister, c'est le fond de la vertu. Tu serais si enchanté d'exercer le pouvoir, d'avoir droit de vie et de mort sur les œuvres de la pensée, que tu serais journaliste en 2 mois. Être journaliste, c'est passer proconsul dans la République des lettres. Qui peut tout dire, arrive à tout faire. Cette maxime est de Napoléon et se comprend. « Ne serez-vous pas près de moi ?» dit Lucien. « Nous n'y serons plus !» s'écria Fulgence. « Journaliste, tu ne penserais pas plus à nous que la fille d'opéra, brillante, adorée, ne pense dans sa voiture doublée de soie, à son village, à ses vaches, à ses sabots. Tu n'as que trop les qualités du journaliste, le brillant et la soudaineté de la pensée. Tu ne te refuserais jamais à un trait d'esprit, dût-il faire pleurer ton ami. Je vois les journalistes au foyer de théâtre. Ils me font horreur. Le journalisme est un enfer, un abîme d'iniquité, de mensonges, de trahison, que l'on ne peut traverser et d'où l'on ne peut sortir pur, que protégé comme Dante par le divin laurier de Virgile. » Plus le cénacle défendait cette voix à Lucien, plus son désir de connaître le péril l'invitait à s'y risquer, et il commençait à discuter en lui-même. N'était-il pas ridicule de se laisser encore une fois surprendre par la détresse sans avoir rien fait contre elle ? En voyant l'insuccès de ses démarches à propos de son premier roman, Lucien était peu tenté d'en composer un second. D'ailleurs, de quoi vivrait-il pendant le temps de l'écrire ? Il avait épuisé sa dose de patience durant 1 mois de privation.
Ne pourrait-il faire noblement ce que les journalistes faisaient sans conscience ni dignité? Ses amis l'insultaient avec leur défiance. Il voulait leur prouver sa force d'esprit. Il les aiderait peut-être un jour. Il serait le héros de leur gloire. D'ailleurs, qu'est donc une amitié qui recule devant la complicité, demanda-t-il un soir à Michel Chrestien, qui l'avait reconduit jusque chez lui en compagnie de Léon Giraud. Nous ne reculons devant rien, répondit Michel Chrestien. Si tu avais le malheur de tuer ta maîtresse, je t'aiderais à cacher ton crime et pourrais t'estimer encore. Mais si tu devenais espion, je te fuirais avec horreur, car tu serais lâche et infâme par système. Voilà le journalisme en 2 mots. L'amitié pardonne l'erreur, le mouvement irréfléchi de la passion. Elle doit être implacable pour le parti pris de trafiquer de son âme, de son esprit et de sa pensée. Ne puis-je me faire journaliste pour vendre mon recueil de poésie et mon roman, puis abandonner aussitôt le journal? Machiavel se conduirait ainsi, mais non Lucien de Rubempré, dit Léon Giraud. Eh bien, s'écria Lucien, je vous prouverai que je vaux Machiavel. Ah, s'écria Michel en serrant la main de Léon, tu viens de le perdre. Lucien, dit-il, tu as 300 francs, c'est de quoi vivre pendant 3 mois à ton aise. Eh bien, travaille, fais un second roman. D'Arthez et Fulgence t'aideront pour le plan. Tu grandiras, tu seras un romancier. Moi, je pénétrerai dans un de ces lupanards de la pensée. Je serai journaliste pendant 3 mois. Je te vendrai tes livres à quelques libraires de qui j'attaquerai les publications. J'écrirai les articles, j'en obtiendrai pour toi. Nous organiserons un succès. Tu seras un grand homme et tu resteras notre Lucien. Tu me méprises donc bien en croyant que je périrai là où tu te sauveras, dit le poète. Pardonnez-lui, mon Dieu, c'est un enfant, s'écria Michel Chrestien. Après s'être dégourdi l'esprit pendant les soirées passées chez d'Arthez, Lucien avait étudié les plaisanteries et les articles des petits journaux. Sûr d'être au moins l'égal des plus spirituels rédacteurs, il s'essaya secrètement à cette gymnastique de la pensée, et sortit un matin avec la triomphante idée d'aller demander du service à quelque colonel de ces troupes légères de la presse. Il se mit dans sa tenue la plus distinguée et passa les ponts en pensant que des auteurs, des journalistes, des écrivains, enfin, ses frères futurs, auraient un peu plus de tendresse et de désintéressement que les 2 genres de libraires contre lesquels s'étaient heurtées ses espérances. Il rencontrerait des sympathies, quelques bonnes et douces affections, comme celles qu'il trouvait au cénacle de la rue des 4 Vents. En proie aux émotions du pressentiment écouté, combattu, qu'aiment tant les hommes d'imagination, il arriva rue Saint-Fiacre, auprès du boulevard Montmartre, devant la maison où se trouvaient les bureaux du petit journal et dont l'aspect lui fit éprouver les palpitations du jeune homme entrant dans un mauvais lieu. Néanmoins, il monta dans les bureaux situés à l'entresol. Dans la première pièce, que divisait en 2 parties égales une cloison moitié en planche et moitié grillagée jusqu'au plafond, il trouva un invalide manchot qui, de son unique main, tenait plusieurs rames de papier sur la tête et avait entre ses dents le livret voulu par l'administration du timbre. Ce pauvre homme, dont la figure était d'un ton jaune et semé de bulbes rouges, ce qui lui valait le surnom de Coloquinte, lui montra derrière le grillage le cerbère du journal. Ce personnage était un vieil officier décoré, le nez enveloppé de moustaches grises, un bonnet de soie noire sur la tête et enseveli dans une ample redingote bleue comme une tortue sous sa carapace. « De quel jour monsieur veut-il que parte son abonnement ?» lui demanda l'officier de l'Empire. « Je ne viens pas pour un abonnement, » répondit Lucien. Le poète regarda sur la porte qui correspondait à celle par laquelle il était entré, la pancarte où se lisaient ces mots « Bureau de rédaction » et au-dessous « Le public n'entre pas ici ». « Une réclamation sans doute, » reprit le soldat de Napoléon. « Ah oui, nous avons été durs pour Mariette. Que voulez-vous ? Je ne sais pas encore le pourquoi, mais si vous demandez raison, je suis prêt.
ajouta-t-il en regardant des fleurets et des pistolets, la panoplie moderne groupée en faisceau dans un coin. « Encore moins, monsieur. Je viens pour parler au rédacteur en chef. »« Il n'y a jamais personne ici avant 4 heures. »« Voyez-vous, mon vieux Giroudeau, je trouve 11 colonnes, lesquelles à 100 sous pièce font 55 francs. J'en ai reçu 40. Donc, vous me devez encore 15 francs, comme je vous le disais. » Ces paroles partaient d'une petite figure chafouine, claire comme un blanc d'œuf mal cuit, percée de 2 yeux d'un bleu tendre, mais effrayant de malice, et qui appartenait à un jeune homme mince, caché derrière le corps opaque de l'ancien militaire. Cette voix glaça Lucien. Elle tenait du miaulement des chats et de l'étouffement asthmatique de l'hyène. « Oui, mon petit milicien, » répondit l'officier en retraite. « Mais vous comptez les titres et les blancs, j'ai ordre de Finot d'additionner le total des lignes et de les diviser par le nombre voulu pour chaque colonne. Après avoir pratiqué cette opération strangulatoire sur votre rédaction, il s'y trouve 3 colonnes de moins. Il ne paye pas les blancs, l'arabe, et il les compte à son associé dans le prix de sa rédaction en masse. Je vais aller voir Étienne Lousteau, vers nous. »« Je ne puis enfreindre la consigne, mon petit, » dit l'officier. « Comment, pour 15 francs, vous criez contre votre nourrice, vous qui faites des articles aussi facilement que je fume un cigare ? Et vous payerez un bol de punch de moins à vos amis, ou vous gagnerez une partie de billard de plus, et tout sera dit. » « Finot réalise des économies qui lui coûteront bien cher, » répondit le rédacteur qui se leva et partit. « Ne dirait-on pas qu'il est Voltaire et Rousseau ?» se dit à lui-même le caissier en regardant le poète de province. « Monsieur, » reprit Lucien, « je reviendrai vers 4 heures. » Pendant la discussion, Lucien avait vu sur les murs les portraits de Benjamin Constant, du général Foy, des 17 orateurs illustres du parti libéral, mêlés à des caricatures contre le gouvernement. Il avait surtout regardé la porte du sanctuaire où devait s'élaborer la feuille spirituelle qui l'amusait tous les jours et qui jouissait du droit de ridiculiser les rois, les événements les plus graves, enfin de mettre tout en question par un bon mot. Il alla flâner sur les boulevards, plaisir tout nouveau pour lui, mais si attrayant qu'il vit les aiguilles des pendules chez les horlogers sur 4 heures, sans s'apercevoir qu'il n'avait pas déjeuné. Le poète rabattit promptement vers la rue Saint-Fiacre. Il monta l'escalier, ouvrit la porte, ne trouva plus le vieux militaire et vit l'invalide assis sur son papier timbré, mangeant une croûte de pain et gardant le poste d'un air résigné. Fait au journal comme jadis à la corvée, et ne le comprenant pas plus qu'il ne connaissait le pourquoi des marches rapides ordonnées par l'empereur. Lucien conçut la pensée hardie de tromper ce redoutable fonctionnaire. Il passa le chapeau sur la tête et ouvrit, comme s'il était de la maison, la porte du sanctuaire. Le bureau de rédaction offrit à ses regards avides une table ronde couverte d'un tapis vert et 6 chaises en merisier garnies de paille encore neuve. Le petit carreau de cette pièce, mis en couleur, n'avait pas encore été frotté, mais il était propre, ce qui annonçait une fréquentation publique assez rare. Sur la cheminée, une glace, une pendule d'épicier couverte de poussière, 2 flambeaux où 2 chandelles avaient été brutalement fichées, enfin des cartes de visite éparses. Sur la table grimaçaient de vieux journaux autour d'un encrier où l'encre séchée ressemblait à de la laque et décorée de plumes tortillées en soleil. Il lut sur de méchants bouts de papier quelques articles d'une écriture illisible et presque hiéroglyphique, déchirés en haut par les compositeurs de l'imprimerie, à qui cette marque sert à reconnaître les articles faits. Puis, çà et là, sur des papiers gris, il admira des caricatures dessinées assez spirituellement par des gens qui, sans doute, avaient tâché de tuer le temps en tuant quelque chose pour s'entretenir la main. Sur le petit papier de tenture couleur vert d'eau, il vit collés avec des épingles 9 dessins différents faits en charge et à la plume sur le Solitaire, livre qu'un succès inouï recommandait alors à l'Europe et qui devait fatiguer les journalistes. Le Solitaire en province,
paraissant, les femmes étonnent. Dans un château, le solitaire lut. Effet du solitaire sur les domestiques animaux. Chez les sauvages, le solitaire expliqué. Le plus succès brillant obtient. Le solitaire traduit en chinois et présenté par l'auteur de Pékin à l'empereur. Par le bon sauvage, Élodie Violet. Cette caricature sembla très impudique à Lucien, mais elle le fit rire. Par les journaux, le solitaire sous un dais promené processionnellement. Le solitaire faisant éclater une presse. Les ours blessent. Lu à l'envers, étonne le solitaire, les académiciens, par des supérieures beautés. Lucien aperçut sur une bande de journal un dessin représentant un rédacteur qui tendait son chapeau, et dessous « Finot, mais 100 francs », signé d'un nom devenu fameux, mais qui ne sera jamais illustre. Entre la cheminée et la croisée se trouvait une table à secrétaire, un fauteuil d'acajou, un panier à papier et un tapis oblong appelé « devant de cheminée ». Le tout couvert d'une épaisse couche de poussière. Les fenêtres n'avaient que de petits rideaux. Sur le haut de ce secrétaire, il y avait environ 20 ouvrages déposés pendant la journée, des gravures, de la musique, des tabatières à la charte, un exemplaire de la 9e édition du Solitaire, toujours la grande plaisanterie du moment, et une dizaine de lettres cachetées. Quand Lucien eut inventorié cet étrange mobilier, eut fait des réflexions à perte de vue, que 5 heures eurent sonné, il revint à l'Invalide pour le questionner. Coloquinte avait fini sa croûte et attendait avec la patience du factionnaire, le militaire décoré qui peut-être se promenait sur le boulevard. En ce moment, une femme parut sur le seuil de la porte après avoir fait entendre le murmure de sa robe dans l'escalier et ce léger pas féminin si facile à reconnaître. Elle était assez jolie. « Monsieur, dit-elle à Lucien, je sais pourquoi vous vantez tant les chapeaux de mademoiselle Virginie, et je viens vous demander d'abord un abonnement d'1 an. Mais dites-moi ses conditions. »« Madame, je ne suis pas du journal. »« Ah ?»« Un abonnement à dater d'octobre ?» demanda l'Invalide. « Que réclame madame ?» dit le vieux militaire qui reparut. Le vieil officier entra en conférence avec la belle marchande de mode. Quand Lucien, impatienté d'attendre, rentra dans la première pièce, il entendit cette phrase finale. « Mais je serai très enchanté, monsieur. Mademoiselle Florentine pourra venir à mon magasin et choisira ce qu'elle voudra. Je tiens les rubans. Ainsi, tout est bien entendu. Vous ne parlerez plus de Virginie, une safeteuse incapable d'inventer une forme, tandis que j'invente, moi. » Lucien entendit tomber un certain nombre d'écus dans la caisse. Puis le militaire se mit à faire son compte journalier. « Monsieur, je suis là depuis 1 heure, dit le poète d'un air assez fâché. « Ils ne sont pas venus, dit le vétéran napoléonien en manifestant un émoi par politesse. « Ça ne m'étonne pas. Voici quelque temps que je ne les vois plus. Nous sommes au milieu du mois, voyez-vous. Ces lapins-là ne viennent que quand on paye, entre les 29 et les 30. « Et monsieur Finot ?» dit Lucien, qui avait retenu le nom du directeur. « Il est chez lui, rue Feydeau. Coloquinte, mon vieux, porte chez lui tout ce qui est venu aujourd'hui en portant le papier à l'imprimerie. »« Où se fait donc le journal ?» dit Lucien en se parlant à lui-même. « Le journal ?» dit l'employé qui reçut de Coloquinte le reste de l'argent du timbre. « Le journal. Broum, broum. Mon vieux, sois demain à 6 heures à l'imprimerie pour voir à faire filer les porteurs. Le journal, monsieur, se fait dans la rue, chez les auteurs, à l'imprimerie, entre 11 heures et minuit. Du temps de l'empereur, monsieur, ces boutiques de papier gâté n'étaient pas connues. Ah, il vous aurait fait secouer ça par 4 hommes et un caporal, et ne se serait pas laissé embêter comme ceci par des phrases. Mais assez causé. Si mon neveu y trouve son compte, et que l'on écrive pour le fils de l'autre, broum broum. Après tout, ce n'est pas un mal. »
Ah ça, les abonnés ne m'ont pas l'air d'arriver en colonne serrée. Je vais quitter le poste. Monsieur, vous me paraissez être au fait de la rédaction du journal. Sous le rapport financier, broum broum, dit le soldat en ramassant les flegmes qu'il avait dans le gosier. Selon les talents, 100 sous ou 3 francs la colonne. 50 lignes à 60 lettres sans blanc. Voilà. Quant au rédacteur, c'est de singuliers pistolets. 2 petits jeunes gens dont je n'aurais pas voulu pour des soldats du train. Et qui, parce qu'ils mettent des pattes de mouche sur du papier blanc, ont l'air de mépriser un vieux capitaine des dragons de la garde impériale, retraité chef de bataillon, entré dans toutes les capitales de l'Europe avec Napoléon. Lucien, poussé vers la porte par le soldat de Napoléon, qui brossait sa redingote bleue et manifestait l'intention de sortir, eut le courage de se mettre en travers. « Je viens pour être rédacteur, dit-il, et vous jure que je suis plein de respect pour un capitaine de la garde impériale, des hommes de bronze. »« Bien dit, mon petit Pékin, » reprit l'officier en frappant sur le ventre de Lucien. « Mais dans quelle classe de rédacteur voulez-vous entrer ?» répliqua le soudard en passant sur le ventre de Lucien et descendant l'escalier. Il ne s'arrêta que pour allumer son cigare chez le portier. « S'il vient des abonnements, recevez-les, et prenez-en note, mère Cholet. »« Toujours l'abonnement, je ne connais que l'abonnement, » reprit-il en se tournant vers Lucien qui l'avait suivi. « Finot est mon neveu, le seul de la famille qui m'ait adouci ma position. Aussi, quiconque cherche querelle à Finot trouve-t-il le vieux Giroudeau, capitaine au dragon, parti simple cavalier à l'armée de Sambre et Meuse, 5 maîtres d'armes au premier hussard, armée d'Italie. 1, 2, et le plaignant serait à l'ombre, ajouta-t-il en faisant le geste de se fendre. Or donc, mon petit, nous avons différents corps dans les rédacteurs. Il y a le rédacteur qui rédige et qui a sa solde, le rédacteur qui rédige et qui n'a rien, ce que nous appelons un volontaire. Enfin, le rédacteur qui ne rédige rien et qui n'est pas le plus bête. Il ne fait pas de faute, celui-là. Il se donne les gants d'être un homme d'esprit. Il appartient au journal. Il nous paye à dîner. Il flâne dans les théâtres. Il entretient une actrice. Il est très heureux. Que voulez-vous être ? Mais rédacteur travaillant bien et partant bien payé. Vous voilà comme tous les conscrits qui veulent être maréchaux de France. Croyez-en le vieux Giroudeau. Par fil à gauche, pas accéléré. Allez ramasser des clous dans le ruisseau comme ce brave homme qui a servi. Ça se voit à sa tournure. Est-ce par une horreur qu'un vieux soldat qui est allé 1000 fois à la gueule du brutal ramasse des clous dans Paris ? Dieu de Dieu, tu n'es qu'un gueux, tu n'as pas soutenu l'empereur. Enfin, mon petit, ce particulier que vous avez vu ce matin a gagné 40 francs dans son mois. Ferez-vous mieux ? Ils disent que c'est le plus spirituel. Quand vous êtes allé dans Sambre et Meuse, on vous a dit qu'il y avait du danger. Parbleu. Eh bien, allez voir mon neveu Finot, un brave garçon, le plus loyal garçon que vous rencontrerez, si vous pouvez le rencontrer, car il se remue comme un poisson. Dans son métier, il ne s'agit pas d'écrire, voyez-vous, mais de faire que les autres écrivent. Il paraît que les paroissiens aiment mieux se régaler avec les actrices que de barbouiller du papier. Oh, c'est de singuliers pistolets. À l'honneur de vous revoir. Le caissier fit mouvoir sa redoutable canne plombée, une des protectrices de Germanicus, et laissa Lucien sur le boulevard, aussi stupéfait de ce tableau de la rédaction qu'il avait été des résultats définitifs de la littérature chez Vidal et Porchon. Lucien courut 10 fois chez Andoche Finot, directeur du journal rue Feydeau, sans jamais le trouver. De grand matin, Finot n'était pas rentré. À midi, Finot était en course. Il déjeunait, disait-on, à tel café. Lucien allait au café, demandait Finot à la limonadière, en surmontant des répugnances inouïes. Finot venait de sortir. Enfin, Lucien, lassé, regarda Finot comme un personnage apocryphe et fabuleux. Il trouva plus simple de guetter Étienne Lousteau chez Flicoteaux. Le jeune journaliste expliquerait sans doute le mystère qui planait sur la vie du journal auquel il était attaché.
Depuis le jour béni 100 fois où Lucien fit la connaissance de Daniel d'Arthez, il avait changé de place chez Flicoteaux. Les deux amis dînaient à côté l'un de l'autre et causaient à voix basse de haute littérature, des sujets à traiter, de la manière de les présenter, de les entamer, de les dénouer. En ce moment, Daniel d'Arthez tenait le manuscrit de l'Archer de Charles IX. Il y refaisait des chapitres, il y écrivait les belles pages qui y sont, et avait encore, pour quelques jours, de corrections. Il y mettait la magnifique préface qui peut-être domine le livre, et qui jeta tant de clarté dans la jeune littérature. Un jour, au moment où Lucien s'asseyait à côté de Daniel, qui l'avait attendu et dont la main était dans la sienne, il vit à la porte Étienne Lousteau qui tournait le bec de canne. Lucien quitta brusquement la main de Daniel et dit au garçon qu'il voulait dîner à son ancienne place auprès du comptoir. D'Arthez jeta sur Lucien un de ces regards angéliques où le pardon enveloppe le reproche, et qui tomba si vivement dans le cœur tendre du poète qu'il reprit la main de Daniel pour la lui serrer de nouveau. « Il s'agit pour moi d'une affaire importante. Je vous en parlerai, lui dit-il. Lucien était à sa place au moment où Lousteau prenait la sienne. Le premier, il salua. La conversation s'engagea bientôt et fut si vivement poussée entre eux que Lucien alla chercher le manuscrit des Marguerites pendant que Lousteau finissait de dîner. Il avait obtenu de soumettre ses sonnets aux journalistes et comptait sur sa bienveillance de parade pour avoir un éditeur ou pour entrer au journal. À son retour, Lucien vit, dans le coin du restaurant, Daniel tristement accoudé qui le regarda mélancoliquement. Mais, dévoré par la misère et poussé par l'ambition, il feignit de ne pas voir son frère du cénacle et suivit Lousteau. Avant la chute du jour, le journaliste et le néophyte allèrent s'asseoir sous les arbres dans cette partie du Luxembourg qui, de la grande allée de l'Observatoire, conduit à la rue de l'Ouest. Cette rue était alors un long bourbier bordé de planches et de marais où les maisons se trouvaient seulement vers la rue de Vaugirard, et le passage était si peu fréquenté qu'au moment où Paris dîne, deux amants pouvaient s'y quereller et s'y donner les arrhes d'un raccommodement sans crainte d'y être vus. Le seul trouble-fête possible était le vétéran en faction à la petite grille de la rue de l'Ouest, si le vénérable soldat s'avisait d'augmenter le nombre de pas qui composent sa promenade monotone. Ce fut dans cette allée, sur un banc de bois, entre deux tilleuls, qu'Étienne écoula les sonnets choisis pour échantillon parmi les marguerites. Étienne Lousteau, qui, depuis 2 ans d'apprentissage, avait le pied à l'étrier en qualité de rédacteur et qui comptait quelques amitiés parmi les célébrités de cette époque, était un imposant personnage aux yeux de Lucien. Aussi, tout en détortillant le manuscrit des Marguerites, le poète de province jugea-t-il nécessaire de faire une sorte de préface. Le sonnet, monsieur, est une des œuvres les plus difficiles de la poésie. Ce petit poème a été généralement abandonné. Personne en France n'a pu rivaliser Pétrarque, dont la langue, infiniment plus souple que la nôtre, admet des jeux de pensée repoussés par notre positivisme. Pardonnez-moi ce mot. Il m'a donc paru original de débuter par un recueil de sonnets. Victor Hugo a pris l'ode, Canalis le poème, Béranger la chanson, Casimir de la Vigne la tragédie. « Êtes-vous classique ou romantique ?» lui demanda Lousteau. L'air étonné de Lucien dénotait une si complète ignorance de l'état des choses dans la République des lettres que Lousteau jugea nécessaire de l'éclairer. « Mon cher, vous arrivez au milieu d'une bataille acharnée. Il faut vous décider promptement. La littérature est partagée d'abord en plusieurs zones. Mais les sommités sont divisées en 2 camps. Les écrivains royalistes sont romantiques, les libéraux sont classiques. La divergence des opinions littéraires se joint à la divergence des opinions politiques, et il s'ensuit une guerre à toute arme. Encre à torrent, bons mots à faire aiguiser, calomnie pointue, sobriquet à outrance, entre les gloires naissantes et les gloires déchues. Par une singulière bizarrerie, les royalistes romantiques demandent la liberté littéraire et la révocation des lois qui donnent des formes convenues à notre littérature, tandis que les libéraux veulent maintenir les unités, l'allure de l'alexandrin et les formes classiques.
Les opinions littéraires sont donc en désaccord, dans chaque camp, avec les opinions politiques. Si vous êtes éclectique, vous n'aurez personne pour vous. De quel côté vous rangez-vous ? Quels sont les plus forts ? Les journaux libéraux ont beaucoup plus d'abonnés que les journaux royalistes et ministériels. Néanmoins, Lamartine et Victor Hugo percent, quoique monarchiques et religieux, quoique protégés par la cour et par le clergé. Bah, des sonnets, c'est de la littérature d'avant Boileau, dit Étienne en voyant Lucien effrayé d'avoir à choisir entre deux bannières. Soyez romantiques. Les romantiques se composent de jeunes gens et les classiques sont des perruques. Les romantiques l'emporteront. Le mot perruque était le dernier mot trouvé par le journalisme romantique qui en avait affublé les classiques. La pâquerette, dit Lucien en choisissant le premier des deux sonnets qui justifiait le titre et servait d'inauguration. Pâquerette des prés, vos couleurs assorties ne brillent pas toujours pour égayer les yeux. Elles disent encore les plus chers de nos vœux, en un poème où l'homme apprend ses sympathies. Vos étamines d'or, par de l'argent serti, révèlent les trésors dont il fera ses dieux, et vos filets, où coule un sang mystérieux, ce que coûte un succès en douleur ressentie. Est-ce pour être éclos le jour où, du tombeau, Jésus, ressuscité sur un monde plus beau, fit pleuvoir des vertus en secouant ses ailes. Que l'automne revoie vos courts pétales blancs, parlant à nos regards de plaisirs infidèles, ou pour nous rappeler la fleur de nos 20 ans. Lucien fut piqué de la parfaite immobilité de Lousteau pendant qu'il écoutait ce sonnet. Il ne connaissait pas encore la déconcertante impassibilité que donne l'habitude de la critique et qui distingue les journalistes fatigués de prose, de drame et de vers. Le poète, habitué à recevoir des applaudissements, dévora son désappointement. Il lut le sonnet préféré par Madame de Bargeton et par quelques-uns de ses amis du Cénacle. Celui-ci lui arrachera peut-être un mot, pensa-t-il. Deuxième sonnet. La Marguerite. Je suis la Marguerite, et j'étais la plus belle des fleurs dont s'étoilait le gazon velouté. Heureuse, on me cherchait pour ma seule beauté, et mes jours se flattaient d'une aurore éternelle. Hélas, malgré mes vœux, une vertu nouvelle a versé sur mon front sa fatale clarté. Le sort m'a condamné au don de vérité, et je souffre, et je meurs. La science est mortelle. Je n'ai plus de silence et n'ai plus de repos. L'amour vient m'arracher, l'avenir en 2 mots. Il déchire mon cœur pour y lire qu'on l'aime. Je suis la seule fleur qu'on jette sans regret. On dépouille mon front de son blanc diadème. Et l'on me foule aux pieds dès qu'on a mon secret. Quand il eut fini, le poète regarda son Aristarque. Étienne Lousteau contemplait les arbres de la pépinière. « Eh bien, lui dit Lucien. « Eh bien, mon cher, allez, ne vous écoutais-je pas. À Paris, écouter sans maudire est un éloge. »« En avez-vous assez ?» dit Lucien. « Continuez, » répondit assez brusquement le journaliste. Lucien lut le sonnet suivant. Mais il le lut la mort au cœur, et le sang-froid impénétrable de Lousteau lui glaça son débit. Plus avancé dans la vie littéraire, il aurait su que, chez les auteurs, le silence et la brusquerie en pareille circonstance trahissent la jalousie que cause une belle œuvre, de même que leur admiration annonce le bonheur inspiré par une œuvre médiocre qui rassure leur amour-propre. 30e sonnet. Le camélia. Chaque fleur dit un mot du livre de nature. La rose est à l'amour et fête la beauté. La violette exhale une âme aimable et pure. Et le lys resplendit de sa simplicité. Mais le camélia, monstre de la culture, rose sans ambroisie et lys sans majesté, semble s'épanouir aux saisons de froidure, pour les ennuis coquets de la virginité. Cependant, au rebord des loges de théâtre, j'aime à voir,
évasant leurs pétales d'albâtre, couronne de pudeur de blanc camélia. Parmi les cheveux noirs des belles jeunes femmes qui savent inspirer un amour pur aux âmes, comme les marbres grecs du sculpteur Phidias. « Que pensez-vous de mes pauvres sonnets ?» demanda formellement Lucien. « Voulez-vous la vérité ?» dit Lousteau. « Je suis assez jeune pour l'aimer, et je veux trop réussir pour ne pas l'entendre sans me fâcher. »« Mais non sans désespoir, » répondit Lucien. « Eh bien, mon cher, les entortillages du premier annoncent une œuvre faite à Angoulême, et qui vous a sans doute trop coûté pour y renoncer. Le second et le troisième sentent déjà Paris, mais lisez-m'en un autre encore, ajouta-t-il en faisant un geste qui parut charmant au grand homme de province. Encouragé par cette demande, Lucien lut avec plus de confiance le sonnet que préféraient d'Arthez et Brideau, peut-être à cause de sa couleur. 50e sonnet. La tulipe. Moi, je suis la tulipe, une fleur de Hollande, et telle est ma beauté que l'avare flamand paye un de mes oignons plus cher qu'un diamant, si mes fonds sont bien purs, si je suis droite et grande. Mon air est féodal, et, comme une Yolande, dans sa jupe à longs plis étoffée amplement, je porte des blasons peints sur mon vêtement. Gueule facée d'argent, or avec pourpre en bande. Le jardinier divin a filé de ses doigts les rayons du soleil et la pourpre des rois, pour me faire une robe à trame douce et finie. Nulle fleur du jardin n'égale ma splendeur, mais la nature, hélas, n'a pas versé d'odeur dans mon calice fait comme un vase de Chine. « Eh bien, dit Lucien, après un moment de silence qui lui sembla d'une longueur démesurée. « Mon cher, dit gravement Étienne Lousteau, en voyant le bout des bottes que Lucien devait apporter d'Angoulême, et qu'il achevait d'user. Je vous engage à noircir vos bottes avec votre encre afin de ménager votre cirage, à faire des cure-dents de vos plumes pour vous donner l'air d'avoir dîné quand vous vous promenez, en sortant de chez Flicoteaux, dans la belle allée de ce jardin, et à chercher une place quelconque. Devenez petit clerc d'huissier si vous avez du cœur, commis si vous avez du plomb dans les reins, ou soldat si vous aimez la musique militaire. Vous avez l'étoffe de 3 poètes, mais avant d'avoir percé, vous avez 6 fois le temps de mourir de faim si vous comptez sur les produits de votre poésie pour vivre. Or, vos intentions sont, d'après vos trop jeunes discours, de battre monnaie avec votre encrier. Je ne juge pas votre poésie, elle est de beaucoup supérieure à toutes les poésies qui encombrent les magasins de la librairie. Ces élégants rossignols, vendus un peu plus cher que les autres à cause de leur papier vélin, viennent presque tous s'abattre sur les rives de la Seine, où vous pouvez aller étudier leurs chants, si vous voulez faire un jour quelque pèlerinage instructif sur les quais de Paris, depuis l'étalage du Père Jérôme, au pont Notre-Dame, jusqu'au pont Royal. Vous rencontrerez là tous les essais poétiques, les inspirations, les élévations, les hymnes, les chants, les ballades, les odes, enfin, toutes les couvées écloses depuis cette année. Des muses couvertes de poussière, éclaboussées par les fiacres, violées par tous les passants qui veulent voir la vignette du titre. Vous ne connaissez personne. Vous n'avez d'accès dans aucun journal. Vos marguerites resteront chastement pliées comme vous les tenez. Elles n'écloront jamais au soleil de la publicité, dans la prairie des grandes marges, émaillée des fleurons que prodigue l'illustre Doria, le libraire des célébrités, le roi des galeries de bois. Mon pauvre enfant, je suis venu comme vous le cœur plein d'illusions, poussé par l'amour de l'art, porté par d'invincibles élans vers la gloire. J'ai trouvé les réalités du métier, les difficultés de la librairie et le positif de la misère. Mon exaltation, maintenant concentrée, mon effervescence première, me cachait le mécanisme du monde. Il a fallu le voir, se cogner à tous les rouages, heurter les pivots, me graisser aux huiles, entendre le cliquetis des chaînes et des volants. Comme moi, vous allez savoir que, sous toutes ces belles choses rêvées, s'agitent des hommes, des passions et des nécessités. Vous vous mêlerez forcément à d'horribles luttes, d'œuvre à œuvre,
d'homme à homme, de parti à parti, où il faut se battre systématiquement pour ne pas être abandonné par les siens. Ces combats ignobles désenchantent l'âme, dépravent le cœur et fatiguent en pure perte, car vos efforts servent souvent à faire couronner un homme que vous haïssez, un talent secondaire présenté malgré vous comme un génie. La vie littéraire a ses coulisses. Les succès surpris ou mérités, voilà ce qu'applaudit le parterre. Les moyens, toujours hideux, les comparses enluminés, les claqueurs et les garçons de service, voilà ce que recèlent les coulisses. Vous êtes encore au parterre. Il en est temps, abdiquez avant de mettre un pied sur la première marche du trône que se disputent tant d'ambitions, et ne vous déshonorez pas comme je le fais pour vivre. Une larme mouilla les yeux d'Étienne Lousteau. « Savez-vous comment je vis ?» reprit-il avec un accent de rage. « Le peu d'argent que pouvait me donner ma famille fut bientôt mangé. Je me trouvais sans ressources après avoir fait recevoir une pièce au Théâtre Français. Au Théâtre Français, la protection d'un prince ou d'un premier gentilhomme de la chambre du roi ne suffit pas pour faire obtenir un tour de faveur. Les comédiens ne cèdent qu'à ceux qui menacent leur amour-propre. Si vous aviez le pouvoir de faire dire que le jeune premier a un asthme, la jeune première une fistule, où vous voudrez, que la soubrette tue les mouches au vol, vous seriez joué demain. Je ne sais pas si dans 2 ans d'ici, je serai, moi qui vous parle, en état d'obtenir un semblable pouvoir. Il faut trop d'amis. Où, comment et par quoi gagner mon pain fut une question que je me suis faite en sentant les atteintes de la faim. Après bien des tentatives, après avoir écrit un roman anonyme payé 200 francs par Doguereau, qui n'y a pas gagné grand-chose, il m'a été prouvé que le journalisme seul pourrait me nourrir. Mais comment entrer dans ces boutiques ? Je ne vous raconterai pas mes démarches et mes sollicitations inutiles, ni 6 mois passés à travailler comme surnuméraire et à m'entendre dire que j'effarouchais l'abonné, quand au contraire je l'apprivoisais. Passons sur ces avanies. Je rends compte aujourd'hui des théâtres du boulevard, presque gratis, dans le journal qui appartient à Finot, ce gros garçon qui déjeune encore 2 ou 3 fois par mois au café Voltaire. Mais vous n'y allez pas. Finot est rédacteur en chef. Je vis en vendant les billets que me donnent les directeurs de ces théâtres pour solder ma sous-bienveillance au journal. Les livres que m'envoient les libraires et dont je dois parler. Enfin, je trafique. Une fois Finot satisfait, des tributs en nature qu'apportent les industries pour lesquelles ou contre lesquelles il me permet de lancer des articles. L'eau carminative, la pâte des sultanes, l'huile céphalique, la mixture brésilienne paye un article goguenard 20 ou 30 francs. Je suis forcé d'aboyer après le libraire qui donne peu d'exemplaires au journal. Le journal en prend 2 que vend Finot. Il m'en faut 2 à vendre. Publia-t-il un chef-d'œuvre, le libraire avare d'exemplaires est assommé. C'est ignoble. Mais je vis de ce métier, moi, comme 100 autres. Ne croyez pas le monde politique beaucoup plus beau que ce monde littéraire. Tout dans ces 2 mondes est corruption. Chaque homme y est ou corrupteur ou corrompu. Quand il s'agit d'une entreprise de librairie un peu considérable, le libraire me paye, de peur d'être attaqué. Aussi mes revenus sont-ils en rapport avec les prospectus. Quand le prospectus sort en éruption militaire, l'argent entre à flot dans mon gousset. Je régale alors mes amis. Pas d'affaires en librairie, je dîne chez Flicoteaux. Les actrices payent aussi les éloges, mais les plus habiles payent les critiques. Le silence est ce qu'elles redoutent le plus. Aussi une critique, faite pour être rétorquée ailleurs, vaut-elle mieux et se paye-t-elle plus cher qu'un éloge tout sec, oublié le lendemain. La polémique, mon cher, est le piédestal des célébrités. À ce métier de spadassin des idées et des réputations industrielles, littéraires et dramatiques, je gagne 50 écus par mois. Je puis vendre un roman 500 francs, et je commence à passer pour un homme redoutable. Quand, au lieu de vivre chez Florine aux dépens d'un droguiste qui se donne des airs de milord, je serai dans mes meubles, que je passerai dans un grand journal où j'aurai un feuilleton, ce jour-là, mon cher, Florine deviendra une grande actrice. Quant à moi,
Je ne sais pas alors ce que je puis devenir, ministre ou honnête homme. Tout est encore possible. » Il releva sa tête humiliée, jeta vers le feuillage un regard de désespoir accusateur et terrible. « Et j'ai une belle tragédie reçue. Et j'ai dans mes papiers un poème qui mourra. Et j'étais bon. J'avais le cœur pur. J'ai pour maîtresse une actrice du panorama dramatique, moi qui rêvais de belles amours parmi les femmes les plus distinguées du grand monde. Enfin, pour un exemplaire refusé par le libraire à mon journal, je dis du mal d'un livre que je trouve beau. » Lucien, ému aux larmes, serra la main d'Étienne. « En dehors du monde littéraire, » dit le journaliste en se levant et se dirigeant vers la grande allée de l'observatoire où les deux poètes se promenèrent comme pour donner plus d'air à leurs poumons. « Il n'existe pas une seule personne qui connaisse l'horrible odyssée par laquelle on arrive à ce qu'il faut nommer, selon les talents, la vogue, la mode, la réputation, la renommée, la célébrité, la faveur publique, ces différents échelons qui mènent à la gloire et qui ne la remplacent jamais. Ce phénomène moral, si brillant, se compose de 1000 accidents qui varient avec tant de rapidité qu'il n'y a pas exemple de deux hommes parvenus par une même voie. Canalis et Nathan sont deux faits dissemblables et qui ne se renouvelleront pas. D'Arthez, qui s'éreinte à travailler, deviendra célèbre par un autre hasard. Cette réputation tant désirée est presque toujours une prostituée couronnée. Oui, pour les basses œuvres de la littérature, elle représente la pauvre fille qui gèle au coin des bornes. Pour la littérature secondaire, c'est la femme entretenue qui sort des mauvais lieux du journalisme et à qui je sers de souteneur. Pour la littérature heureuse, c'est la brillante courtisane insolente qui a des meubles, paye des contributions à l'État, reçoit les grands seigneurs, les traite et les maltraite, à sa livrée, sa voiture, et qui peut faire attendre ses créanciers altérés. Ah, ceux pour qui elle est, pour moi jadis, pour vous aujourd'hui, un ange aux ailes diaprées revêtu de sa tunique blanche, montrant une palme verte dans sa main, une flamboyante épée dans l'autre, tenant à la fois de l'abstraction mythologique qui vit au fond d'un puits et de la pauvre fille vertueuse exilée dans un faubourg, ne s'enrichissant qu'aux clartés de la vertu par les efforts d'un noble courage, et revolant aux cieux avec un caractère immaculé, quand elle ne décède pas souillée, fouillée, violée, oubliée dans le char des pauvres. Ces hommes à cervelle cerclée de bronze, au cœur encore chaud sous les tombées de neige de l'expérience, ils sont rares dans le pays que vous voyez à nos pieds, dit-il en montrant la grande ville qui fumait au déclin du jour. Une vision du cénacle passa rapidement aux yeux de Lucien et l'émut, mais il fut entraîné par Lousteau qui continua son effroyable lamentation. Ils sont rares et clairsemés dans cette cuve en fermentation, rares comme les vrais amants dans le monde amoureux, rares comme les fortunes honnêtes dans le monde financier, rares comme un homme pur dans le journalisme. L'expérience du premier qui m'a dit ce que je vous dis a été perdue, comme la mienne sera sans doute inutile pour vous. Toujours la même ardeur précipite chaque année de la province ici un nombre égal, pour ne pas dire croissant, d'ambitions imberbes qui s'élancent la tête haute, le cœur altier, à l'assaut de la mode, cette espèce de princesse tourandocte des 1001 jours pour qui chacun veut être le prince Calaf. Mais aucun ne devine l'énigme. Tous tombent dans la fosse du malheur, dans la boue du journal, dans les marais de la librairie. Ils glanent, ces mendiants, des articles biographiques, des tartines, des faits paris aux journaux, ou des livres commandés par de logiques marchands de papier noirci qui préfèrent une bêtise qui s'enlève en 15 jours à un chef-d'œuvre qui veut du temps pour se vendre. Ces chenilles, écrasées avant d'être papillons, vivent de honte et d'infamie, prêtes à mordre un talent naissant, sur l'ordre d'un pacha du constitutionnel, de la quotidienne, des débats, au signal des libraires, à la prière d'un camarade jaloux, souvent pour un dîner. Ceux qui surmontent les obstacles oublient les misères de leur début. Moi qui vous parle, j'ai fait pendant 6 mois des articles où j'ai mis la fleur de mon esprit pour un misérable
qui les disait de lui, qui, sur ses échantillons, a passé rédacteur d'un feuilleton. Il ne m'a pas pris pour collaborateur. Il ne m'a pas même donné 100 sous. Je suis forcé de lui tendre la main et de lui serrer la sienne. « Et pourquoi ?» dit fièrement Lucien. « Je puis avoir besoin de mettre 10 lignes dans son feuilleton, » répondit froidement Lousteau. « Enfin, mon cher, travailler n'est pas le secret de la fortune en littérature. Il s'agit d'exploiter le travail d'autrui. Les propriétaires de journaux sont des entrepreneurs. Nous sommes des maçons. Aussi, plus un homme est médiocre, plus promptement arrive-t-il. Il peut avaler des crapauds vivants, se résigner à tout, flatter les petites passions basses des sultans littéraires, comme un nouveau venu de Limoges, Hector Merlin, qui fait déjà de la politique dans un journal du centre-droit et qui travaille à notre petit journal. Je lui ai vu ramasser le chapeau tombé d'un rédacteur en chef. En n'offusquant personne, ce garçon-là passera entre les ambitions rivales pendant qu'elles se battront. Vous me faites pitié. Je me vois en vous comme j'étais, et je suis sûr que vous serez, dans 1 ou 2 ans, comme je suis. Vous croirez à quelque jalousie secrète, à quelque intérêt personnel dans ces conseils amers. Mais ils sont dictés par le désespoir du damné qui ne peut plus quitter l'enfer. Personne n'ose dire ce que je vous crie avec la douleur de l'homme atteint au cœur et comme un autre Job sur le fumier. Voici mes ulcères. Lutter sur ce champ ou ailleurs, je dois lutter, dit Lucien. Sachez-le donc, reprit Lousteau, cette lutte sera sans trêve, si vous avez du talent, car votre meilleure chance serait de n'en pas avoir. L'austérité de votre conscience aujourd'hui pure fléchira devant ceux à qui vous verrez votre succès entre les mains, qui, d'un mot, peuvent vous donner la vie et qui ne voudront pas le dire. Car, croyez-moi, l'écrivain à la mode est plus insolent, plus dur envers les nouveaux venus, que ne l'est le plus brutal libraire. Où le libraire ne voit qu'une perte, l'auteur redoute un rival. L'un vous est conduit, l'autre vous écrase. Pour faire de belles œuvres, mon pauvre enfant, vous puiserez à pleine plumée d'encre dans votre cœur la tendresse, la sève, l'énergie, et vous l'étalerez en passion, en sentiments, en phrases. Oui, vous écrirez au lieu d'agir, vous chanterez au lieu de combattre, vous aimerez, vous haïrez, vous vivrez dans vos livres. Mais quand vous aurez réservé vos richesses pour votre style, votre or, votre pourpre pour vos personnages, que vous vous promènerez en guenilles dans les rues de Paris, heureux d'avoir lancé, en rivalisant avec l'état civil, un être nommé Adolphe, Corinne, Clarisse, René, que vous aurez gâté votre vie et votre estomac pour donner la vie à cette création, vous la verrez calomniée, trahie, vendue, déportée dans les lagunes de l'oubli par les journalistes, ensevelie par vos meilleurs amis. Pouvez-vous attendre le jour où votre créature s'élancera réveillée, par qui, quand, comment? Il existe un magnifique livre, le Pianto de l'incrédulité. Obermann, qui se promène solitaire dans le désert des magasins, et que dès lors les libraires appellent ironiquement un rossignol. Quand Pâques arrivera-t-il pour lui? Personne ne le sait. Avant tout, essayez de trouver un libraire assez osé pour imprimer les marguerites. Il ne s'agit pas de vous les faire payer, mais de les imprimer. Vous verrez alors des scènes curieuses. Cette rude tirade, prononcée avec les accents divers des passions qu'elle exprimait, tomba comme une avalanche de neige dans le cœur de Lucien et y mit un froid glacial. Il demeura debout et silencieux pendant un moment. Enfin, son cœur, comme stimulé par l'horrible poésie des difficultés, éclata. Lucien serra la main de Lousteau et lui cria « Je triompherai !» « Bon, » dit le journaliste, « encore un chrétien qui descend dans l'arène pour se livrer aux bêtes. Mon cher, il y a ce soir une première représentation au Panorama Dramatique. Elle ne commencera qu'à 8 heures. Il est 6 heures. Allez mettre votre meilleur habit. Enfin, soyez convenable. Venez me prendre. Je demeure rue de la Harpe, au-dessus du café Cervelle.
au 4e étage. Nous passerons chez Doria d'abord. Vous persistez, n'est-ce pas? Eh bien, je vous ferai connaître ce soir un des rois de la librairie et quelques journalistes. Après le spectacle, nous souperons chez ma maîtresse avec des amis, car notre dîner ne peut pas compter pour un repas. Vous y trouverez Finot, le rédacteur en chef et le propriétaire de mon journal. Vous savez le mot de Minette du vaudeville? Le temps est un grand maigre. Eh bien, pour nous, le hasard est aussi un grand maigre. Il faut le tenter. Je n'oublierai jamais cette journée, dit Lucien. Munissez-vous de votre manuscrit et soyez en tenue, moins à cause de Florine que du libraire. La bonhomie de camarades qui succédait aux cris violents du poète, peignant la guerre littéraire, toucha Lucien tout aussi vivement qu'il l'avait été naguère à la même place par la parole grave et religieuse de d'Arthez. Animé par la perspective d'une lutte immédiate entre les hommes et lui, l'inexpérimenté jeune homme ne soupçonna point la réalité des malheurs moraux que lui dénonçait le journaliste. Il ne se savait pas placé entre deux voies distinctes, entre deux systèmes représentés par le cénacle et par le journalisme, dont l'un était long, honorable, sûr, l'autre semé d'écueils et périlleux, plein de ruisseaux fangeux où devait se crotter sa conscience. Son caractère le portait à prendre le chemin le plus court, en apparence le plus agréable, à saisir les moyens décisifs et rapides. Il ne vit en ce moment aucune différence entre la noble amitié de d'Arthez et la facile camaraderie de Lousteau. Cet esprit mobile aperçut dans le journal une arme à sa portée. Il se sentait habile à la manier, il la voulut prendre. Ébloui par les offres de son nouvel ami, dont la main frappa la sienne avec un laisser-aller qui lui parut gracieux, pouvait-il savoir que, dans l'armée de la presse, chacun a besoin d'amis, comme les généraux ont besoin de soldats? Lousteau, lui voyant de la résolution, le racolait, en espérant se l'attacher. Le journaliste en était à son premier ami, comme Lucien à son premier protecteur. L'un voulait passer caporal, l'autre voulait être soldat. Merci pour votre écoute. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'oubliez pas de liker, mettre un commentaire et partager. À bientôt.